Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Il est 9h30, nous sommes samedi matin, 6 juillet, et nous nous retrouvons ensemble pour une séance fort intéressante. Merci Ecladus pour ce 18e mois de sub, merci à toi pour ton soutien, merci de donner ta thune. Nous nous retrouvons ensemble pour commenter les conférences des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se tiennent, vous vous en doutez, à Aix-en-Provence. Mais non. Et si. Mais Et en c'est fait, fou. je dis ça, là en l'occurrence, à l'université d'Aix-Marseille. Et je ne sais pas si l'université est à Aix ou à Si, Marseille. si. Bah, on y allait l'année dernière, donc c'est bien à Aix. C'est bien à Aix, Ouais, l'université d'Aix-Marseille. il me Euh, semble, hein. Ou alors je me trompe fortement, Non, mais non, je te fais confiance. Mais... Ah, c'est si proche que ça, Aix-Marseille. Ah, dans ma tête, c'était plus proche, c'était plus loin. Je constate, je découvre. Je suis très mauvais en géographie, donc je découvre. Ça va, ma chère Régie? Comment ça va vas-tu? très bien et toi? Eh bien écoute, ça va, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la régie a changé entre Eh hier et oui, aujourd'hui. Le turnover chez Acropolis est monstrueux, on vire les gens à l'appel et on en reprend c'est et on ça, les reprend à exactement. l'appel parce qu'hier Raphaël était viré, aujourd'hui il est réembauché C'est ça. et aux dépens bien entendu de Thibaut qui est en train de pleurer dans un coin parce que évidemment on parlait de dialogue social hier, le dialogue social chez Acropolis. C'est pas ça, hein, C'est streamliné, tout est géré, c'est la Startup Nation. Si t'es pas content, tu dégages et tu reviens le lendemain. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Le chat, comment ça va? Nous sommes en petit comité là tout de suite. Il faut savoir qu'on va avoir une mise en avant, donc il va y avoir du monde. Donc n'hésitez pas. Là pour l'instant, on est entre copains, donc voilà. Salut Vernon Subutex. Salut. En relance de 2 minutes, François a besoin de pleurer. Oui, on était sur l'instant drogue pour les yeux pour éviter d'être en larmes devant vous. Salut Grand Dad Guy, cool, on va pouvoir avoir des super jeux de mots. Heureusement que tu es là. Salut Sorbiu, salut Hurlemort, l'économie dès le matin, ça va être corsé, double dose de café. Mais non, t'inquiète pas, ça va être sympa. En plus, vous allez voir, les sujets d'aujourd'hui sont, je l'espère, devraient être intéressants. Salut Arthur Ichi, salut Neverline, la régie et Légion, tout à fait. Donc les aurores boréales. Alors les aurores boréales, j'ai eu confirmation, c'est bien du plasma, c'est bien, on m'a expliqué comment ça fonctionnait. C'est pas simple, mais voilà, parce qu'on a parlé aurore boréale hier, c'était très particulier. D'accord. Au lieu de parler d'économie, on a parlé d'aurore boréale. Ah bah 232, ça y est, je pense que la mise en avant a dû s'activer. Nous ne sommes plus en petit comité, donc faites attention à ce que vous dites. Je vous disais donc, je pense qu'aujourd'hui ça risque d'être intéressant, j'espère que ce sera intéressant, puisqu'aujourd'hui nous allons suivre deux conférences de débat plutôt, pardon. Le premier s'intitule Peut-on faire disparaître non, je vous dis une bêtise, ça c'est le second. Le premier s'intitule Faut-il se méfier de la monnaie et aura comme intervenants Agnès Benassi-Kéré, Dominique Nora, Jean-Louis Billon, Olena Avrilchik, Stéphane Ingves et je n'ai pas l'accent, et François Villeroy de Gallo. Et le second débat, je ne sais pas pourquoi je tiens à dire conférence, mais le second débat s'intitule Peut-on faire disparaître la corruption point d'interrogation et aura comme intervenant Emmanuel Auriol, Christian Schubert, Ngozi Okonjo-Iweala, Lisa Ossowski et Michel Sapin. Et Patrick Balkany, évidemment. Et Patrick Balkany, évidemment. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut parler de corruption pour Patrick Balkany plutôt C'est pas vraiment de la que... corruption, c'est de la... Non, je maîtrise pas assez l'affaire, pour tout avouer. Balkany, en tout cas, on est sur probablement de... Alors, présomption d'innocence. Donc, Oui, bien sûr. voilà, bien entendu. Mais peut-être plus sur du détournement de fonds ou je sais pas, mauvaise déclaration d'impôt, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui lui ont filé de la thune pour, enfin, je veux dire, tu vois, tes intérêts privés Aubervilliers. Je ne sais pas si ça te permet de remplir le saladier. Je sais pas si tu avais vu les extraits du procès, mais il y avait une domestique, je crois. Enfin, je sais pas comment appeler ça, hein, mais qui disait qu'il y avait des saladiers dans la salle de bain où il y avait des liasses de billets dans le saladier à côté entre le savon et le shampoing, tu avais des liasses de billets, quoi. Ah, Euh, Est-ce qu'il vient de France Schubert? France Schubert, c'est ça? Donc voilà, et alors ça devrait être intéressant, la monnaie déjà, parce que la monnaie c'est tout le temps intéressant, mais notamment parce qu'on a deux gouverneurs de banque centrale et deux professeurs d'économie et un ancien ministre du commerce. Et donc ça pourra permettre d'avoir un peu plein de points de vue différents.
à savoir les 2 économistes. Il y en a une des 2, Agnès Benassi-Kéré, je vous donne, tous mes conflits d'intérêts entre guillemets, c'est pas vraiment conflit d'intérêts, mais Agnès Benassi-Kéré, je l'ai eu comme professeur, quand j'étais, étudiant en économie, il y a de cela fort longtemps. C'était rude ses cours, elle était connue enfin, ses cours étaient connus pour être techniques mais formateurs néanmoins. Je me demande si c'est pas une des premières professeurs que j'ai eues d'ailleurs, si c'est pas elle qui nous avait fait les tout premiers cours en L1, je ne sais plus, je confonds peut-être. Euh, Olena Avrelchik, qui est également professeure à Paris 1. Alors elle, je ne l'ai pas eu comme prof, je crois qu'elle est arrivée après mon départ. Donc 2 professeurs d'économie qui sont portés sur la finance. Je vais vous faire leur CV un peu plus en longueur juste après. On sait à quelle heure ça commence précisément, la conférence? Excuse-moi, je vais Ah, prendre mon petit déjeuner, si tu pouvais. excuse-moi, pardon, je C'est dérange. 10 heures pile, hein. 10 heures pile, ok, ah Mm. bah ça va, on a un peu de temps. Ah oui. Euh, et donc, comme 2 autres intervenants, on a Stéphane Ingves et François de Gallo, qui sont tous les 2 gouverneurs, là en l'occurrence de la Sveriges Riksbank, qui est donc le. Alors je crois que c'est. Attendez, je vais vérifier, je crois que c'est notamment la banque qui décide de l'attribution des prix Nobel. C'est évidemment surtout la banque centrale de Sveriges, de Suède. Sveriges, je crois que ça veut dire Suède, j'espère. Donc c'est la banque centrale de Suède. Et c'est bien elle qui a créé le prix Nobel, alors dans son nom complet, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, dit prix Nobel d'économie. Salut Guinaire. Et l'argent dans la salle de bain, ça semble normal, c'est liquide, tout à fait, Flurs. Donc la Banque centrale de Suède et François Villeroy de Galhau, qui est gouverneur de la Banque de France, et donc qui pourront donner, eux, leur point de vue sur. Donc évidemment, on en a parlé hier, les banques centrales, dans les questions monétaires, sont centrales. Le jeu de mots n'était pas volontaire, mais voilà. Activer un réveil 1 minute avant le début du live, quel plaisir. Eh bien, bienvenue à toi, bonjour mon cher énigmatique. Donc oui, 2 gouverneurs de banque centrale qui pourront sans doute donner un point de vue fort intéressant sur le sujet, plus ancré dans le quotidien de ce que c'est que de manipuler la monnaie, j'imagine, que 2 profs d'économie, et un ministre du Commerce et un ministre du Commerce, enfin un ancien ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire, ce qui me paraît très intéressant parce que lui pourra donner que son point de vue, à savoir quel est l'impact que peut avoir la monnaie sur les échanges commerciaux. Vous savez que qui dit monnaie dit notamment taux de change entre les monnaies, et qui dit taux de change entre les monnaies dit aussi enfin, euh, quand le taux de change, donc le nombre d'euros que vous donnez pour acheter des dollars par exemple, ou le nombre de dollars que vous donnez pour acheter des euros, c'est d'une certaine manière la même chose. Quand ça varie, eh bien, ça signifie que du coup, les biens d'un des 2 pays que vous allez acheter, vous allez les acheter pour moins cher ou pour plus cher. Euh, et du coup, si vous les achetez pour moins cher, eh bien du coup, a priori, on peut supposer que vous allez en acheter plus, et donc que les exportations du pays dont vous achetez les biens vont augmenter, et donc ça a un impact sur la balance commerciale, et donc sur les finances derrière, parce que vous taxez évidemment ce qui est importé et exporté, etc. etc. Cette motivation du samedi matin, bravo. Mais écoute, tu es là aussi, mon cher Zero. Euh, donc voilà, on pourra aussi avoir, je l'espère, ce point de vue-là d'un ministre du Commerce. En France, on dirait ministre de l'Industrie plutôt. Euh, on a un ministre du Commerce, on n'a pas de ministre de Commerce, hein. Le mot commerce est dans aucun portefeuille, il me semble. Non. Euh, Non, on a économie et finance, mais il n'y a ouais, pas c'est de ça. commerce. Je sais pas d'ailleurs si c'est lui qui s'occupe de ça, mais si c'est Bruno Le Maire qui s'occupe de ça, mais je suppose que. Bah, Ou alors c'est peut-être ses secrétaires. là, ça doit être dans les mains d'un secrétaire d'État Ça doit et être de Bruno Le Agnès Maire, mais, Pannier-Runacher, je pense. mais tu vois, sous Hollande, je pense qu'on aurait plutôt mis ça dans les mains du ministre de l'Industrie, par exemple. Euh, non, mais encore que je sais pas. Je sais pas qui s'occupe du commerce en France. Bref. Donc ça, c'est la première table ronde sur la monnaie. Si vous voulez, enfin, je vous envoie dans le chat le lien vers le petit texte introductif du débat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, parce qu'après, pendant que ça parle, on a moins j'ai moins la possibilité d'intervenir pour pas trop couvrir leur voix. Et après, deuxième débat qui va être tout aussi intéressant, puisqu'il portera sur la corruption. Peut-on faire disparaître la corruption? Alors, attention, parce qu'on risque, enfin,
remarque, cela dit, il y aura sans doute un peu des deux. Je pense qu'il sera question de corruption à l'échelle internationale, à savoir notamment dans les pays pauvres, je pense, puisqu'on a, enfin pauvres, en développement, on dit maintenant, parce qu'on a notamment une des intervenantes qui est Ngozi Okonjo-Iweala, qui était ministre des Finances et qui a aussi été ministre des Affaires étrangères du Nigeria, et qui a écrit un bouquin, non, je vous parle de son bouquin après. Et on a comme deux autres intervenants Michel Sapin, qui était ministre de l'économie et des finances en France, et qui a fait, il y a les lois Sapin qui luttent contre la corruption en France. Donc, pareil, je pense qu'il me paraît très pertinent pour parler de ces sujets-là. Donc, on pourra parler à la fois de corruption à l'échelle internationale, mais aussi peut-être de corruption, enfin, c'est plus pays en développement, pays développés, comme on dit aujourd'hui, puisque Michel Sapin pourra sans doute nous en parler à l'échelle de la France. Et Lisa Ossowski, qui elle était directrice du Serious Fraud Office, qui est un bureau j'allais dire service secret anglais, non, sans doute pas service secret, mais une agence anglaise de lutte contre la corruption, agence du Royaume-Uni. Et donc, du coup, voilà, on aura un peu les trois points de vue. Emmanuel Auriol qui a bossé sur ces sujets-là. Emmanuel Auriol, je crois que Stupid Economics l'avait interviewé dans un de ses lives qu'il Je me faisait il y a souviens, un effectivement, je an. me souviens d'elle, mais je sais plus exactement si c'était. Ou alors elle était invitée et elle n'avait pas pu venir, je sais plus. Mais il me semble que Je Stupid regarde Economics ça. l'avait interviewé. Je sais plus si c'était sur ces questions-là ou pas, mais qui dit méfiance, c'est plutôt à l'égard des acteurs qui gèrent la monnaie, aka les banques. Je ne sais pas si c'est le sujet. On va voir comment ils décident de tourner Absolument. Absolument quoi. On l'avait eu dans un dans les économies stupides l'année dernière Ouais, sur la mafia et sur les trafics illicites. Sur la légalisation des trafics tout à fait, illicites. parce qu'elle a bossé sur ces sujets-là, Emmanuel Auriol, donc qui est pareil, même si la mafia c'est un peu plus que la corruption, mais c'est notamment évidemment la corruption. C'est dommage qu'on n'ait pas un Italien pour en parler dans le tas, ça aurait pu être très pertinent, puisque eux aussi ils ont de graves problèmes de corruption, notamment dans le sud de l'Italie. Pas pour dire que nous en France on est à l'abri, hein, mais on n'est pas forcément sur les mêmes échelles et pas forcément sur les mêmes manifestations. Je ne sais pas s'ils ont des mafias au Nigeria, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler à proprement dit de mafia en France, mais voilà. N'hésitez pas à faire des dons d'un ou d'un pour que François puisse avoir un petit déj. Tout à fait. Merci Dorian. Salut, ça va? J'espère que tu es bien réveillé. Mais pour une fois que Twitch sert à autre chose, je suis ravi, bravo à l'équipe. Bien, écoute, merci beaucoup Vernon Subutex, n'hésite pas à follow la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, si tu veux avoir des infos sur ce qu'on fait. On fait plein d'émissions dans ce genre-là, très régulièrement. Oui, on peut parler de mafia en France. La mafia en France, c'est l'État. Ah, ah. C'est marrant parce que moi j'aurais tendance à dire qu'au contraire, il y a une forme de corruption à laquelle on est moins sujet en France, qui est la corruption des fonctionnaires, et peut-être que Michel Sapin parlera un peu de ça ou pas, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de gens qui estiment que il y a des gens qui estiment que le fait que les fonctionnaires aient un boulot à vie, c'est pas bien, parce que du coup, ça les incite à glander les mains dans les poches. Et à ça, il y en a beaucoup d'autres qui répondent oui, mais oui, d'ailleurs pas forcément oui, mais qui répondent qu'il faut faire gaffe parce que l'un des gros avantages du fait d'avoir des fonctionnaires qui sont assurés d'avoir un boulot à vie en France, c'est que du coup, ça désincite à mort, enfin, ça permet d'avoir une corruption extrêmement faible des fonctionnaires en France, parce que si jamais vous êtes gaulé en train de vous faire corrompre, vous perdez le bénéfice de votre emploi à vie. Et que du coup, pour acheter un fonctionnaire, il faut être prêt à mettre plus que tout ce qu'il va gagner dans toute sa vie, et donc beaucoup. Ils sont la corruption, je parle de tout en haut. Oui, les fameux Illuminati qui nous contrôlent. Les reptiliens, tout à Les fait. reptiliens, oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que la corruption peut prendre différentes formes. On se souvient d'Usul sur le plateau du Débatton qui estimait que les allers-retours entre le privé et le public étaient une forme de corruption. C'est un point de vue qui se défend. Après, on peut aussi défendre l'inverse. Le ministre qu'on avait en face disait un truc intéressant qui est que c'est compliqué de tenir un discours qui consiste à dire on veut pas que la politique soit une carrière, et on veut interdire l'aller-retour, enfin on veut interdire le fait de faire de la politique pour des gens qui sont dans le privé, et le fait d'avoir des débouchés dans le privé une fois qu'on a fait de la politique, parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. C'est deux discours qui sont difficilement
difficilement conjugables en parallèle. Et voilà. Et donc, comme tout le temps, en fait, en politique, c'est des équilibres à trouver, des règles à mettre en place pour éviter que voilà. Et pour des projets qu'on a chez Acropolis, moi je me suis amusé à faire la liste de toutes les lois qui tentent, qui rajoutent des briques à la lutte contre la corruption en France. Toutes les lois depuis, je sais plus si j'ai fait ces 20 dernières années ou depuis le début de mandat de Chirac. Je sais plus parce que j'ai fait ça il y a un mois. Mais j'avais réussi à décompter facilement une vingtaine de lois. Ce qui ne veut pas dire que on a trouvé tous les angles morts de la lutte contre la corruption, entendu au sens très large. On parle aussi de trucs là, c'est pas tant de la corruption, mais par exemple Fillon et ses assistants, parce qu'il n'y a pas que Pénélope Fillon dans l'affaire des assistants de François Fillon. Est-ce que c'est de la corruption? C'est plus du détournement de fonds. Mais bon, après, il y a l'affaire des costumes qui, là, pourrait relever de la corruption. Présomption d'innocence, toujours, bien entendu. Mais ouais, donc une vingtaine de lois qui tentent de lutter contre ça, qui viennent rajouter leurs briques. Et pour le coup, même si je suis en désaccord avec lui sur plein de sujets, j'étais assez d'accord avec le résumé qu'en faisait Édouard Philippe, où il disait est-ce que la situation est parfaite? Sans doute pas. Est-ce qu'elle est meilleure qu'il y a 20 ans? Indéniablement. Voilà, je trouvais que c'était un bon résumé. Mais voilà, on pourra en parler pendant cette seconde table ronde. Dans la mesure où il nous reste 10 minutes, je prends toujours vos questions, hein, ou on peut en discuter, etc. À Lille, je parle de tout en haut. À Lille, c'est ça, Perceval? Euh, et je vais vous présenter un peu plus en avant un peu plus avant les intervenants de la première table ronde. Faut-il se méfier de la monnaie? Et petite question naïve, il n'y a pas de question naïve, Lamarée, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, toutes les questions sont bonnes. Est-ce qu'il existe de la recherche, sauf les questions «Eh connard, qu'est-ce que» mais sinon, petite question naïve, est-ce qu'il existe de la recherche en didactique de l'économie au vu du super travail que vous proposez avec Acropolis? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux comment on dit? De la vulgarisation en économie? Il y a 2-3 émissions, je t'invite à regarder les intros et conclusions des QAG, des dernières, 2-3 dernières sessions de QAGG, parce que j'ai fait une liste de bouquins en économie assez intéressants et qui me paraissaient abordables si vous en avez jamais fait. Et sinon, je t'invite à regarder, alors on n'est pas vraiment sur, enfin, monnaie si un peu, corruption beaucoup moins, mais ce que fait la chaîne Eureka, qu'on conseille régulièrement sur Acropolis, parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait, il est très didactique. Et donc c'est HEU, point d'interrogation, REKA, ou le point d'interrogation est peut-être autre part, mais donc la chaîne YouTube Eureka qui en parle beaucoup. Stupid Economics qui est à un niveau qui est vraiment encore plus vulgarisateur, c'est-à-dire que Eureka, il se plonge dans les modèles sans faire des maths, il se plonge dans les modèles, il explique en détail les modèles, là où Stupid Economics, c'est plus du niveau de la discussion, de ce qu'on pourrait avoir dans un débat, mais c'est intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te conseiller? Et après, il y a plein de bouquins de vulgarisation en économie qui peuvent être intéressants. On est sorti de l'époque féodale, évidemment que ça pouvait pas être pire. Il y a 20 ans, l'époque féodale? Je sais pas. Ah, tu veux dire avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça peut évidemment pas être plus opaque. C'est vrai que les réseaux sociaux ont joué un rôle important là-dedans. Raymond Barre, effectivement, Raymond Barre qui n'a pas répondu aux accusations d'avoir planqué son compte en Suisse. Il a sans doute des choses à cacher. Non, Mais bon, il la- ira bien un jour à la barre. ça va être compliqué vu où il est, vu qu'il est 6 pieds sous terre, Raymond Barre, ça va être compliqué. On Effectivement. aura combien de temps de débat? Bon jeu de mots, Grenade Guy. Merci Jean Massier pour ce 18e mois de soutien. Moi aussi, il faut que je renouvelle mon Twitch Prime. Est-ce que j'ai vu la vidéo de linguistiquée sur l'Académie française? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et j'avais fait moi un thread sur l'Académie française où j'expliquais comment. Vous voyez, de l'Académie française, par exemple, c'est pas vraiment de la corruption. C'est juste des mécanismes de sélection qui sont mauvais. Parce que ce que j'expliquais dans mon thread, c'est que pour être élu à l'Académie française, il faut faire le tour des anciens. Enfin, des membres actuels de l'Académie française avec des petits cadeaux. C'est pas de la corruption parce qu'ils peuvent toujours le bulletin enfin le vote étant à bulletin secret. Merci Vernon Subutex pour ton sub. Bienvenue à toi dans la grande famille d'Acropolis pour ton Twitch Prime.
Le vote étant un bulletin secret, tu peux toujours voter contre la personne qui t'a offert le cadeau. Mais bon, vous voyez, c'est une manière de voilà. Bref, on va vous présenter un peu plus les intervenants de la première table ronde pendant les 8 minutes qui nous restent et on fera une mini pause entre les deux débats, puisque le deuxième est en différé, pour représenter les autres intervenants. Attendez, je bois un petit coup parce que j'ai soif et je me brûle avec mon thé. Il boit très très bien son thé. Mmh, goûteux ce thé, Goûteux. fameux. Ouais, donc, alors, la table ronde est animée par Dominique Nora. Dominique Nora, elle est éditrice en chef du Nouvel Obs, l'Obs maintenant, mais anciennement le Nouvel Observateur. Elle a un diplôme d'ingénieur en sciences de l'agriculture. Elle a travaillé au ministère de l'Agriculture avant de devenir journaliste en business et finance chez Libération en 84. Depuis 88, en 88, elle est allée à New York pour devenir la correspondante là-bas de Libération, puis ensuite pour le Nouvel Observateur. En 92, elle est revenue en France et elle s'est spécialisée dans les questions de IT, technologie de l'information, télécom, révolution digitale. Puis 2 ans à San Francisco où elle a couvert la crise des subprimes notamment et la première campagne électorale de Barack Obama et ce qui se passait dans la Silicon Valley. Elle est ensuite revenue à Paris pour devenir chef de la section business du magazine L'Obs de 2009 à 2012. En 2018, elle a été nommée éditrice en chef pour Le Nouvel Observateur. Elle a écrit plusieurs bouquins, Les possédés de Wall Street, Les conquérants du cybermonde, Les pionniers de l'or vert et Lettres à mes parents sur le monde de demain. Elle animera le débat. Euh, Pourquoi n'adoptons-nous pas un système comme les pays nordiques en ce qui concerne les salaires et autres avantages des ministres députés? Ils sont très encadrés, les salaires et autres avantages des ministres et députés, pour le coup, Phobos. Par contre, effectivement, quand on se fait gauler en France, on considère que c'est à l'élection ensuite de trancher, c'est au peuple de trancher par l'élection, là où dans les pays nordiques, ils sont extrêmement stricts. On se souvient évidemment de l'affaire du Toblerone. Agnès Benassi-Kéré. Agnès Benassi-Kéré, elle est en charge de la coordination de cette table. Elle est professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je vous l'ai dit. Elle a été formée à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris, puis une thèse à l'Université Paris-Dauphine. Elle a été présidente de l'Association française de sciences économiques, chroniqueuse, n'importe quoi, à France Culture, directrice du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, professeur d'économie à Lille 2, puis à Paris-Ouest, puis à Polytechnique avant de le devenir à Paris 1. Cocorico. Elle a également été par le passé présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Elle a été membre du Conseil général de la Banque de France, du Conseil national de la productivité, du Conseil des prélèvements obligatoires, donc le Conseil des impôts, le membre du Haut Conseil de stabilité financière et aujourd'hui elle est donc professeure à l'Université de Paris à Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris qui sont les établissements que j'ai fait. Elle a écrit plusieurs bouquins, Macroéconomie monétaire et internationale, Économie de l'euro, le système monétaire international, une introduction, politique économique avec d'autres co-auteurs, notamment Benoît Cœuré et Jean Pisani-Ferry, qui est l'organisateur de ces rencontres économiques. Les taux d'intérêt, politique économique, toujours avec Cœuré et Pisani-Ferry, et Economic Policy Theory and Practice, toujours avec Cœuré et Pisani-Ferry. Elle publie dans plein de revues, pour le coup, Agnès Benassi-Kéré. Ensuite, on va rester dans les économistes avec Olena Avrilchik, qui est donc professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et créatrice et directrice du Master Finance, Technologie et Data. Elle est également consultante pour l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, sur les questions de régulation financière, fintech, etc. Elle bosse au CEPI et dans un autre laboratoire de recherche qui s'appelle le REFI, qui doit être sur d'autres réformes en finance ou un truc comme ça. Elle a travaillé pour la Banque d'Angleterre et plusieurs autres banques centrales. Voilà, essentiellement. Et elle vient d'Ukraine. Elle est docteur en économie de l'Université européenne de Viadrina en Allemagne. Mince, je ne vais pas fermer sa fiche parce que ça peut m'être utile pendant la journée. Ces deux économistes seront accompagnés en l'occurrence de François Villeroy de Galhau. François Villeroy de Galhau, il est aujourd'hui gouverneur de la Banque de France. C'est un grand administrateur il fait partie de la haute administration française.
Il est né dans les années 60. Il a étudié au lycée Saint-Louis de Gonzague. Il a ensuite fait l'école polytechnique et l'école nationale d'administration. En 1984, promotion de Louise Michel. Suite à quoi il a été inspecteur des finances. De 90 à 93, il a été adjoint au ministre des Finances et au Premier ministre Pierre Bérégovoy. Il a occupé plusieurs fonctions au Trésor à Bercy. Il a été adjoint financier à la représentation permanente de la France à Bruxelles. Il a été Chief of Staff, directeur du cabinet du ministre d'économie et des Finances Dominique Strauss-Kahn de 97 à 99 et de Christian Sauter de 99 à 2000. Et il a été patron du General Tax Directorate, je ne sais pas ce que c'est, de 2000 à 2003. Et depuis, entre-temps, entre 2003 et aujourd'hui, il a bossé pour le groupe BNP Paribas et aujourd'hui, il est, depuis 2015, gouverneur de la Banque Centrale Européenne et donc membre du conseil de gouvernance de la Banque Centrale, gouverneur de la Banque Centrale Française, la Banque de France, et du coup, de ce fait, membre du board de la Banque Centrale Européenne. Il sera accompagné d'un deuxième banquier central, le gouverneur de la Sveriges Riksbank, la banque centrale suédoise. Il faut que je termine, il nous reste 1 minute. Il s'est en train de s'installer, donc tu as un peu. Très bien. Lui, il a bossé. Alors attendez, j'essaie de vous faire ça dans l'ordre. Il a bossé dans plein de banques, en gros. Il a été notamment en charge de départements genre risque, finance, etc. Département macro-prudentiel, donc c'est du risque, ce genre de choses. Il a été patron d'un centre de supervision financière de Toronto. Il a été chairman, donc patron du comité Basel pour la supervision bancaire. Directeur du département système financier et monétaire au FMI, le Fonds monétaire international, gouverneur adjoint de la Banque centrale de Suède, directeur général de la banque Swedish Bank Support Authority, de l'autorité bancaire de soutien aux banques suédoises, j'imagine, un truc comme ça. Et il a également bossé au département marché financier du ministre des Finances de Suède et il est docteur en économie. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Jean-Louis ou pas? J'ai oublié Jean-Louis Billon qui donc est ancien ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire. Il est diplômé en droit de l'Université de Montpellier, diplômé de l'Institut de l'HEDN, l'Institut des hautes études en défense nationale en France. Je ne sais pas où c'est en France, mais c'est quelque part en France. Master d'affaires internationales à l'Université de Floride à Miami. Il a bossé pour le groupe Sifka, je ne sais pas ce que c'est, dont il a été PDG jusque dans les années 2000. Non, plus tard que ça. Bonjour, il a bossé dans diverses organisations du genre MEDEF en Côte d'Ivoire. Minuté. Et il a été ministre du commerce et de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et la promotion des petites et moyennes entreprises de 2012 à 2017 au moment où Donald Trump se sert du dollar en comme Côte d'Ivoire. Souveraineté, ou un consortium de groupes privés emmenés par Facebook s'apprête à créer une monnaie électronique. Et effectivement, peut-être qu'on abordera la question des monnaies décentralisées, genre Bitcoin, Libra, ce genre de choses. On a la chance d'avoir aujourd'hui à la fois des universitaires. Je pense quoi de Libra? Moi, j'en pense rien. C'est plus votre avis qui est intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Donc, Olena Avrilich est professeure d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle est spécialisée dans l'innovation en matière de monnaie. Cocorico. Elle a créé un programme Master Finance Technologie Data. Elle est aussi consultante de l'OCDE sur la régulation financière et les fintech. Et elle est originaire d'Ukraine où elle a connu l'hyperinflation, ce qui probablement la qualifie pour parler du sujet.
Nous avons L'hyperinflation, c'est quand Billon, on a qui est des taux ancien d'inflation ministre très du très très commerce élevés. de la Côte d'Ivoire. Monsieur Billon a fait ses études aux États-Unis. Il a Donc, fait en gros, que carrière les au biens sein coûtent très du cher groupe de plus en plus vite Sifka, qui est le leader ivoirien et de que l'argent perd l'agrobusiness sa valeur. et le principal employeur du pays après l'État. Il est très actif dans diverses institutions des affaires en Côte d'Ivoire et à l'international. Et enfin, nous avons deux gouverneurs 30 000 employés, de Banque centrale, Sifka. Stéphane Ingves, qui est gouverneur de la Banque Première centrale entreprise suédoise et dans le membre secteur du Conseil de la agrobusiness. Banque Ils font centrale notamment européenne, de qui est l'huile un de grand palme beaucoup. spécialiste de la supervision financière. Et il préside notamment le comité de gestion des risques de la Banque des règlements internationaux. Et nous avons François Villeroy de Gallo, qui est gouverneur de la Banque de France et membre du conseil de la BCE. Alors la Banque des règlements internationaux, c'est la banque Polytechnicien qui à Hénard, qui a suivi le parcours s'assure que typique du les grand commis de l'État, transferts puisqu'il a financiers conseillé entre les plusieurs banques ministres. se passent bien. C'est un ancien Premier ministre, Pierre Bérégovoy, et occupé des postes importants dans l'administration du Trésor. Mais Les gouverneurs se reconnaissent à leur cravate. donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Agnès Benassi-Kéré du Cercle des Et économistes. donc la Banque des règlements qui est internationaux, agrégée on appelle ça la Banque d'économie, centrale des enseignante, des banques chercheuse, centrales. Et qui a donc toutes les qualités elle s'assure pour que, introduire notre débat. Quand la Agnès. BNP doit Merci beaucoup. 600 000 Merci d'être, euros venus nombreux pour ce débat. Alors nous vivons une époque à la SOG parce que vous avez fait des transferts, etc. La SOG doit 200 000 euros à la BNP, et bien la Banque des règlements internationaux fait l'équilibre entre les deux et s'assure que ça glisse. Le monopole du dollar comme monnaie internationale est mis en cause par la surexploitation par les États-Unis de ce même monopole. Et enfin, le monopole de l'euro comme monnaie d'ancrage en Afrique de l'Ouest est lui-même contesté. Alors, dans les trois cas, eh bien, la question centrale. Il y a plein de blagues la d'économie, confiance, si vous ne voulez, inquiétez pas, pour la puisque fin de l'émission ainsi, eh bien, énigmatique. Des blagues bien une nulles. valeur économique qui repose sur la confiance, c'est la monnaie. Les projets de monnaie privée, d'un côté, prospèrent sur la défiance des consommateurs par rapport à la puissance publique en général et par rapport aux banques centrales en particulier. Donc, le problème, c'est que ces monnaies privées elles-mêmes risquent de ne pas offrir toutes les garanties qu'on peut attendre d'une monnaie. Il n'y aura pas de politique monétaire active, par définition. Pas un ancrage éventuel, mais qui sera vraisemblablement J'ai expliqué hier ce que vulnérable. voulait dire politique monétaire. Politique monétaire, Pas de c'est confidentialité des données, pas de garantie des dépôts, pas de vous valeur jouez sur les taux libératoire. d'intérêt Vous pouvez directeurs des vos banques. Donc, en en gros, monnaie privée. quand on vous prête, combien vous allez gagner. Alors maintenant, pour ce qui concerne le dollar, quand vous prêtez, combien vous allez gagner en prêtant votre argent, etc. Les taux de réserve obligatoires, quelle part des dépôts les banques doivent garder sur leur compte, etc. Du dollar, vous savez que s'il y a N monnaie dans le monde, il ne peut y avoir que N-1 politique de change. Et donc, si les États-Unis commencent à avoir une politique de change, eh bien, c'est un peu la fin du système monétaire ancré sur le dollar. Alors là, elle parle de Bretton Woods, Une qui politique est le budgétaire système où on a non décidé que soutenable. le Et dollar on craint sur la serait volonté future des la États-Unis la- de la- jouer son rôle de la prêteur monnaie dernier sort dans laquelle on international, allait faire comme les ça a été le échanges cas de manière très internationaux. efficace. Là où Keynes, pendant la lui, crise financière préconisait une monnaie séparée et Enfin, pas une monnaie les nationale. turbulences du système On a monétaire écouté, international John White, encouragent je les crois, pays tiers eh bien, à qui, lui, s'organiser voulait de que ce soit manière le dollar indépendante qui... et donc à développer, par exemple, l'endettement office en de monnaie monnaie nationale. Et puis, internationale. on voit la réémergence d'un vieux projet en Afrique de l'Ouest de créer une monnaie indépendante. Alors, face à cette situation, les banques centrales ont plus d'un tour dans leur sac. Des solutions existent. Donc, on va en parler aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces solutions réclament elles-mêmes de la confiance dans les institutions, confiance en zone euro entre les pays, pour créer un actif sûr et éventuellement donc développer le rôle international de l'euro. Tout à fait énigmatique, qui Confiance voulait entre effectivement les que ce pays soit une d'Afrique monnaie de l'Ouest. qui voulait appeler lui le Par Bancor. ailleurs, ces mutations monétaires eh bien, ne seront pas sans impact sur le modèle des banques, qui, si elles reculent sur la fonction de moyen de paiement, eh bien, donc qu'est-ce qui va se passer sur la stabilité des banques? Et ce qui est fabuleux dans la période actuelle, pour quelqu'un qui est chercheur, je conçois que ce soit plus difficile pour les gens qui sont en charge de gérer la monnaie, c'est que toutes ces mutations nous remettent nous reposent la question de qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, fondamentalement, les différentes fonctions de la monnaie, est-ce qu'elles sont liées de manière irrémédiable ou est-ce qu'on peut en retirer une fonction, garder les autres et donc c'est très intéressant, ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, qui datent de la création des monnaies. Donc Oui, on n'a pas la main sur leur micro là-bas, désolé on va Bernard débattre Pichon. aujourd'hui dans un nouveau cadre et je suis absolument La ravie politique de, monétaire gérée par la ce BCE, la panel politique monétaire européenne, qui va nous effectivement, oui. apporter des points de vue assez différents sur la question. Merci beaucoup. Donc voilà, Agnès Benassi-Kéré qui introduit ce débat.
Euh, Merci beaucoup Agnès. Je vais tout de suite passer la parole à Olena Avrilchik qui va nous faire un focus sur l'émergence des digital currencies, donc les monnaies numériques ou immatérielles, qui est son domaine de recherche. Olena. Thank you very much. So I will speak in Ah. English. Est-ce que tu peux me couper mon retour, s'il te plaît, 10 years, we pendant have que seen a lot of j'explique, experimentations in new forms of money and new forms of payment infrastructures. On a vu beaucoup de And nouvelles we formes can de monnaie summarize them by two very general émerger. trends. So there's one trend towards decentralization, or rather it's a quest, a search for decentralization. Non, est-ce que tu peux me I'm couper thinking, mon of retour à course, moi about pour Bitcoin quand je traduis, or s'il te plaît? Ethereum. So it's a peer-to-peer Deux payment tendances, system. une tendance à la Now, décentralisation, those systems are very genre attractive Bitcoin, to etc., communities that avec distrust des monnaies the peer-to-peer. centralized authorities. So, for example, Bitcoin was used to avoid capital controls in China. Le or to Bitcoin finance sert à WikiLeaks éviter when banks les refused to contrôles do so. centraux So, of course, we can question centralisés, the social notamment en Chine, par value of exemple. this, being here in France, in Europe. But I was born in the Soviet Union, so I do see some value proposition in the censorship resistance. Elle vient du RSS, donc elle voit un intérêt à la résistance aux systèmes autoritaires via ce genre de monnaie décentralisée. Having said this, all these technologies are at a very experimental stage. Tout ça, c'est très expérimental. It is really very difficult to achieve decentralization, cost efficiency and security. C'est dur de réussir à avoir un truc sécurisé qui soit cost efficient et qui fonctionne bien. Libra Association, so the cryptocurrency Libra. Là, elle parle du Libra, la monnaie de Facebook, qui reste un truc du coup de fait centralisé, malgré le nom. Payment markets or attempts to enter payment markets. This is not a new trend. We should have expected it. In China, we already have seen the second trend towards centralization of payments. Et la deuxième tendance, c'est la centralisation des paiements qu'on voit notamment en Chine. Between Alipay and WeChat, so banks are out of the payment business. Et alors, elle parle de Alipay et WeChat, je suis pas sûr. It started 1.5 centuries ago. In 19th century, there was a big communication company, Western Union, which was a monopolist in telegraph. Elle parle de la Western Union au XVIIIe siècle, qui était monopole sur télégraphe. Due to network effects, to create a new network. Et qui a utilisé ce monopole pour utiliser un nouveau network pour créer un nouveau network de paiement. Which are very expensive, by the way. So we see the first mover advantage is very, very important. Et elle dit que du coup, être le premier à se positionner sur ce genre d'initiative a un énorme intérêt, comme le montre le cas de la Western Union. On one hand, it is the big tech companies entering, so it's very centralized, entering the payment business, but at the same time, it tries to propose a sort of decentralized network. Facebook même essaye quand même de proposer un truc décentralisé, malgré sa place. Useful, actually, try to abstract from the fact that it was proposed by Facebook. Why I'm saying so? Because I think the marketing, if you want to call it like this, is very, very interesting. But what Facebook is offering or promising is to make cross-border payments as easy as an email, and also to provide a store of value to people who live in countries with unstable currencies. Ça peut permettre d'aider les gens qui vivent dans des pays où la monnaie n'est pas stable et où il y a de l'hyperinflation. On pense au Venezuela, par exemple. Business model. It is a monopoly, and finally the policymakers are trying to attack this question. It is a company that has a culture of move fast and break things. Facebook, c'est une culture qui a une compagnie Move Fast and Break Things, aller vite et péter des trucs. A peer review system. So if I want to publish a paper in a journal, I send my article to the editor, and then editor sends my version of the article anonymous to referees to see whether the paper is good or not. Là, elle parle du modèle de publication en sciences qui est peer reviewed, revu par les pairs. Quand on envoie un papier, il y a d'autres chercheurs qui viennent vérifier. Just to see what policymakers can say about the project itself, the technical side. Et je crois qu'elle a dit que ce genre de truc, c'est ce que prévoit, c'est ce que Facebook a l'air de prévoir pour le Libra. Thank you very much. Merci beaucoup. Et je suis désolé, j'ai pas entendu la conclusion vu que j'étais en train de parler.
Merci beaucoup, Olena. Alors justement, on a la chance ici d'avoir deux gouverneurs de Alors, je suis banque pas centrale, traducteur de profession, donc je qui traduis vont au vol. prendre Hein, la je fais ce parole que je peux. après vous. On va d'abord passer la parole au gouverneur Ingves. Est-ce que l'émergence de cette Donc, gouverneur de la Banque créativité centrale technologique met en de risque Suède. le système monétaire tel que nous le connaissons? Monsieur Ingves. Thank you, and thank you for giving me the opportunity just to be here and talk about this topic. It's Merci quite a challenge to in 5 m'avoir invité. minutes cover something that has been around for a couple of thousand years at least. But still, let me try to give a few remarks on this topic. Should we worry about currencies? Well, not really. Money is a convention. Faut pas se méfier de la monnaie. La monnaie, c'est une convention. Conventions are about trust. So in that sense, there's Les conventions, c'est under the sun. question de confiance. Technologies change over the years. My institution has been around for 350 years. And had we not changed, we probably would not have been around. Les institutions changent. La mienne est là depuis 350 ans. Heureusement qu'on s'est adapté. You have to adapt in one way or the other. In my environment, cash is on its way out. Dans mon environnement, le cash a tendance à disparaître. C'est pas parce qu'on l'a décidé, c'est le public général qui le décide, parce que c'est moins pratique que d'autres formes de paiement. Et donc mon boulot, c'est de suivre la tendance. That will be very, very important because from a legal perspective, all these issues today in most countries are tied to physical cash, which is an obsolete way of thinking about these things, and legal tender usually goes back to La question de la définition juridique de ces monnaies va être très importante. Aujourd'hui, la plupart des États sont attachés à la monnaie cash, qui est une mauvaise manière de penser à la monnaie aujourd'hui. I'm pretty sure about that. Because central banks produce central bank money, and central bank money is a public good. La monnaie produite par les banques centrales est un bien public. If history gives us any guidance at all, most privately organized monies using the plural have failed in the past because people tend to produce too much of them. It's just irresistible to walk a fine line producing something. Historiquement, toutes les monnaies privées ont foiré parce que quand on est en charge d'une monnaie, on a tendance à en imprimer trop si on n'est pas une banque centrale qui fait gaffe à d'autres objectifs. One form or the other, because that's where technology is going. But that also means that central banks will have to, so to speak, go with the flow, and time will tell where this will take us. But I really don't see this as a problem because most people will move out of cash. Le temps nous dira où est-ce que vers où se dirigent tous ces projets de monnaie indépendante, mais moi je vais suivre la tendance. Faut pas en avoir peur. Le cash sera toujours là probablement pour tout le temps, mais ça va être de moins en moins central dans les échanges. Les banques centrales sont aussi capables de détruire la valeur de la monnaie, et ils donnent des exemples, genre le Zimbabwe, etc. People will use and choose somebody else's money. And in that sense, also in the central banking business, we're kind of in a competitive business, despite the fact that most. Si votre monnaie est faible, les gens vont utiliser. Votre monnaie n'est pas à un pouvoir faible, les gens vont aller vers d'autres monnaies. I do think that if monetary policy becomes more and more politicized, if that were to be the case, si les politiques monétaires deviennent de plus en plus politiques, alors ça va éroder la confiance du public. How that happens. But looking into the future, that probably also means that when it comes to other currencies, take the renminbi, unlikely that the renminbi will become global, because if you maintain foreign exchange controls, that's just basically not possible. Il y a peu de chances que certaines monnaies deviennent globales, genre le renminbi, je ne sais pas ce que c'est. Given the way the euro has been constructed, so at least for the foreseeable future, the dollar is going to be what it is. In terms of global transactions. But having said lui, il ne voit pas, je ne sais pas, le Bitcoin, etc., remplacer le dollar. Then of course that will produce
new evolutionary movements in different corners of the world, moving away from the dollar, trying to create other types of monies. But when it comes to money, a monetary system needs a well-functioning legal basis. It needs a sound and long-term fiscal policy, which sounds odd when you talk about money, but that's the way it is. You need sufficient supervision, including money laundering, and you need to allow for modern new technologies being used when it comes to using different types of monies. And here, I do think that we in the central banking communities Faut pas avoir peur des évolutions behind technologiques. a bit when it comes to facilitating cross-border and cross-currency payments. Nous, les banques centrales, on est un peu en retard sur ces sujets-là. Expensive to move money from one side of the world to the other, and here on that topic we certainly can do more. Thank you. Et on peut sans doute faire mieux, nous, les banquiers centraux. Alors, on a entendu que le cash Je fais ce que je peux, était hein. obsolète, J'espère que que- le dollar était politisé, même peut-être weaponized, comme on dit en bon français. On peut l'utiliser et Euh, utiliser j'ai comme une demandé arme. Au gouverneur Villeroy de Galhau sa réaction et son impression sur toutes ces questions. Et puis après, Monsieur Billon pourra s'exprimer sur l'Afrique. Bonjour, je voulais vous dire combien j'étais heureux de me retrouver à Aix Ah. et de retrouver mon ami Stéphane Ingves. Nous avons l'habitude avec Stéphane de passer nos week-ends ensemble. Pour tout vous dire, samedi dernier, on était ensemble à travailler à Bâle. Eh ben, c'est encore plus plaisant d'être à Aix-en-Provence. Faut-il se méfier de la monnaie? Je vais relever tout de suite que notre thème, c'est un oxymore. Depuis toujours, la monnaie, c'est la confiance. On l'a dit, je ne vais pas vous infliger un cours d'économie ou de finance, je vais juste invoquer le latin, fiducia, la confiance, et on parle de monnaie fiduciaire pour désigner les billets, Pas faux. où je vais invoquer la philosophie. Georges Simmel, un philosophe allemand, 1900, un très beau titre, Philosophie de l'argent, ça c'est peut-être aussi un oxymore, mais Georges Simmel a le mérite de mettre l'accent sur la fonction sociale de la monnaie, sa dimension subjective à côté de la dimension objective de moyens de paiement. Alors, confiance dans quoi? Et prenons un tout petit recul historique. Je dirais de moins en moins dans un support technique. Autrefois, la confiance dans la monnaie, c'était la confiance dans le métal, l'or et l'argent. Et puis, on a eu un processus de dématérialisation progressive, l'or et l'argent remplacés par le billet de banque, remplacés par la carte, remplacé aujourd'hui par la monnaie digitale. Et au fur et à mesure que cette confiance dans La le monnaie digitale. support matériel diminue, ce qui compte de plus en plus, c'est la confiance dans l'institution qui est derrière la monnaie. Autrefois, sur la pièce d'or et d'argent, vous aviez le portrait du souverain. C'est pas neutre. Mais le souverain, il pouvait rogner la quantité de pièces d'or et d'argent. On a trouvé mieux depuis, je crois, c'est les banques centrales, indépendante et avec un mandat. Je souligne ce diptyque qui est absolument inséparable. Si nous sommes indépendants, c'est parce que nous avons un mandat qui nous a été confié, qui n'est pas auto-attribué. Sur la stabilité des prix, j'y reviendrai. Mais nous sommes indépendants pour atteindre ce mandat. On souligne souvent que c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. C'est vrai, mais c'est aussi l'indépendance vis-à-vis de tout intérêt privé, quel qu'il soit, vis-à-vis des marchés ou vis-à-vis de toute entreprise, fût-elle une big tech. Alors, ça m'amène à la question, évidemment, d'aujourd'hui, qui est comment ce cadre-là se décline face aux nombreuses innovations technologiques. Et elles sont évidemment bienvenues, par principe. Au passage, il n'y a pas que Libra parmi les innovations sur la table. Alors, il me semble que nous, banques centrales, Libra, face qui est la aux monnaie de Facebook, innovations, évidemment. pour préserver la confiance, devons suivre 3 règles d'or. La première, c'est d'être équanime ou ouvert sur les technologies. La seconde, c'est d'être exigeant sur les régulations. Et la troisième, c'est d'être engagé sur des valeurs et des résultats. Je m'explique. Équanime sur les technologies ou les supports. On va revenir sur ce que je rappelais historiquement. Je ne crois pas, dans le cas de la France, à la fin du cash. Je crois à son érosion, mais l'usage du cash est beaucoup plus... La Suède est plutôt une exception intéressante. Je crois que nous devons maintenir l'accès au cash parce que c'est un élément de la liberté de choix des citoyens et de la confiance de la monnaie. Mais néanmoins, je suis très intéressé par les projets suédois de ce qu'on appelle Central Bank Digital Currency ou e-couronne. On regarde. Comme ça, il Exigeant sur n'est les pas ex-banque régulations. centrale, il est gouverneur de la Banque de France. Là, il y a une règle de base, même activité implique
même régulation. Je vais prendre l'exemple de Libra. Libra est un projet, on va avoir une discussion. Au passage, le jour même où Facebook a annoncé son projet, nous avons mis en place, la France est présidente du G7 cette année, une task force dirigée par Benoît Cœuré qui va regarder toutes les questions de régulation. Et on va faire ce travail sérieusement avec les Américains aussi. Benoît Cœuré, qui est un économiste spécialisé sur les questions monétaires. Mais, Olena l'a dit, une des fonctions possibles de Libra, c'est moyen de paiement, et notamment moyen de paiement transfrontière pour les particuliers. Si c'est ça, et je ne cite qu'un exemple, on sera extrêmement exigeant sur l'anti-blanchiment. Il n'y a vraiment aucune raison que Libra permette de blanchir des flux alors qu'on a fait des progrès colossaux depuis 30 ans là-dessus. Je termine par engager sur des valeurs, des résultats, je vais peut-être même aller un peu plus loin, peut-être sur des promesses que nous devons, nous, Banque centrale, tenir. La première promesse, c'est la stabilité des prix. Notre objectif pour l'euro, c'est une inflation à moyen terme proche de 2%. Ça, c'est le mandat de la Banque centrale européenne qui est de maintenir l'inflation à un niveau stable. Aujourd'hui, font confiance à leur monnaie, c'est le plus haut niveau jamais atteint. 1 ou 2% d'inflation par an, quoi. La confiance dans leur monnaie est assez forte. Mais j'ai bien dit un objectif de stabilité des prix et pas un objectif de change. Je le dis au passage, Dominique Norail a fait allusion à propos du dollar. Il y a certains tweets qui ont l'air de considérer que c'est un problème de change. Non, la promesse, c'est une promesse de stabilité des prix. Et c'est ça l'objectif. Deuxième objectif ou promesse, c'est bien sûr la disponibilité absolue et permanente de la monnaie dont vous disposez. Et mettez là-dessous la sécurité, la liquidité, etc. Et en résultat de cette stabilité et de cette disponibilité, la monnaie est un bien commun. Je termine par là, parce que je crois que c'est un message central. Stéphane a parlé de public good. La monnaie n'appartient pas aux banques centrales. La monnaie n'appartient pas à quelques individus. La monnaie, elle appartient à nous tous comme citoyens. Nous, banques centrales, nous n'en sommes que les garants, et ça nous a été confié dans le cadre de la démocratie. Alors, un mandat sur une monnaie qui serait auto-attribuée, disons les choses clairement, une monnaie privée, ça ne renvoie pas seulement à des échecs répétés dans l'histoire. Pensez à la faillite de l'os, vous savez, le bossu de la rue Quincampoix en 1720, ou à tout ce qui s'est passé aux États-Unis avant 1713. Ça ne renvoie pas seulement à des échecs, ça renvoie à une contradiction intrinsèque. Une monnaie privée, ça serait un autre oxymore, ça serait le vrai oxymore. Merci. Merci. Ok, intéressant. Intéressant ce qu'il dit parce que il voit trois trucs importants. Rester ouvert aux innovations technologiques, mais rester exigeant sur la régulation, sur le, enfin, même objet, même régulation. Donc Libra et les bitcoins, etc. doivent faire l'objet des mêmes contraintes que les monnaies classiques. Alors, je suis Jean-Louis Billon, je viens de Côte d'Ivoire. Et pour avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est-à-dire pas trop d'inflation, une monnaie unique depuis pas trop de chômage, etc. bien plus longtemps que l'Europe qui a l'euro. Et c'est le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie qui concerne l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. C'est une monnaie qui existe depuis 1945, que nous utilisons, donc c'est peut-être la plus ancienne monnaie régionale de la planète. Elle a fonctionné très bien pendant de nombreuses années, elle continue de fonctionner correctement, mais aujourd'hui, elle a véritablement un problème d'image. Et en raison de ce problème d'image, il y a une défiance et une perte de confiance avec les générations nouvelles. Pourtant, c'est une monnaie qui offre certains avantages réels. Le fait d'avoir une monnaie unique est un facteur d'intégration économique non négligeable. Ensuite, elle a une stabilité parce qu'elle est arrimée à l'euro. Avant l'euro, elle était arrimée au franc français et elle bénéficie d'une garantie du Trésor français. Donc c'est M. Villois de Gallo qui la garantit. Mais le Trésor français exige que les banques, des pays qui utilisent le franc CFA possèdent des réserves françaises, ce qui évidemment avantage beaucoup la France. En 1945, c'est une monnaie qui était connue sous le nom de franc des colonies françaises d'Afrique. Ça a changé, aujourd'hui, c'est le franc de la communauté financière africaine. Mais
On sent, On se souvient, CFA, ça reste CFA. on sent l'hypocrisie, quoi. Il y a la polémique sur le nom. Franc CFA, c'est la monnaie qui est utilisée par une partie d'Afrique de l'Afrique de l'Ouest. Je vous mets un l'euro. lien vers le lien Nous vers avons une la monnaie page stable, Wikipédia c'est dans le vrai, chat. très peu d'inflation, mais nous sommes... Quand il arrivés parle de à régulation, il l'euro parle d'éviter que la monnaie se avec revende un taux de fixe. 200 000 $ comme le Bitcoin. Donc ce taux fixe Pas tellement. grève, en quelque sorte, notre compétitivité quand nous sommes en compétition partie. sur certains produits avec des Mais, pays qui utilisent le dollar ou d'autres monnaies, puisque la nôtre ne bouge Surtout jamais. éviter les manipulations Alors, de marché, ce genre de jamais, choses, quoi. Il y a des avantages, mais l'inconvénient majeur, c'est aussi que ça ne reflète pas la réalité économique de certains pays. Quand l'Union européenne connaît une croissance de 1% ou de 0%, et que vous avez une zone africaine qui croît à 5%, 6%, peut-être que le franc CFA doit s'apprécier vis-à-vis de l'euro, au lieu de rester fixe, ou alors, si nous sommes en dépression, se déprécier. Donc là, ça ne reflète pas, même si ça peut offrir un avantage et une certaine stabilité. Et nous avons... L'euro et le dollar, c'est qu'une arnaque. Pourquoi, pour c'est Schelling? que les deux zones CFA ont une non-convertibilité de leur franc CFA. C'est-à-dire que nous avons la même parité avec l'euro, mais je ne peux pas transférer de franc CFA ouest-africain vers la zone centrale ou convertir le franc CFA. Changer mes billets, j'en ai là sur moi, mais ils me sont inutiles, même quand je viens en Europe. C'est je ne ouf, peux pas ça. changer mon franc CFA. Je dois changer sur place à Abidjan avant de voyager, prendre des euros ou des dollars avant de venir ici. Si vous voulez voir de quelle zone Alors, il parle, allez autrefois, sur l'article jusqu'en Wikipédia que j'ai mis dans le 1994, chat. c'était, Il y a deux zones, une rouge, une verte. monnaie qui était complètement convertible. Et il dit en Donc, gros, c'est deux nous monnaies avons qui sont strictement similaires, mais on ne peut pas utiliser l'une dans l'autre zone qui fait et inversement. qu'aujourd'hui, les nouvelles générations voient dans le CFA une monnaie qui grève notre souveraineté, qui est encore sous la tutelle de l'ancienne puissance coloniale, et cette perception réclame beaucoup de changements, une vraie mise à jour. Mais il faut faire attention de ne pas perdre les avantages, et nous allons vers une nouvelle aventure au niveau d'une intégration économique plus grande qui est la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle nous ne trouvons pas que l'Afrique francophone, mais également l'Afrique anglophone, Ghana, Nigeria, des pays qui ont une économie autrement plus importante, je pense au Nigeria, que les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et nous allons vers une nouvelle devise qui devrait s'appeler l'ECO en 2020. Alors, c'est au stade de projet. Et est-ce que l'ECO sera un succès? Aurons-nous confiance en l'ECO? Toute la question est là. Merci. Ok, donc son propos plus centré sur le franc CFA. C'est intéressant. Je pensais pas qu'il avait parlé de ça. Monsieur Billon. Je vais demander à l'ancienne puissance coloniale et au garant du franc CFA de dire un mot en réaction. Est-ce que vous travaillez finalement avec cette zone CFA pour moderniser cette monnaie? D'abord, l'ancienne puissance coloniale, je n'adore pas ce mot, ça fait 60 ans qu'on ne l'est plus, heureusement, n'a rien à dire, si j'ose dire. C'est une décision des Africains eux-mêmes. Et la France n'a aucun intérêt particulier, en particulier aucun intérêt économique dans les petit malaise, hein, quand même. Donc c'est une décision des Africains eux-mêmes, soyons clairs. Deuxièmement, c'est une décision du pouvoir politique et pas des banques centrales. J'ai assez insisté sur le fait que nous gérions un bien commun par mandat des autorités démocratiques. Peut-être juste deux commentaires sur le fond à propos de ce que le ministre Jean-Louis Billon a dit. Je crois qu'on peut faire un certain nombre de progrès, effectivement. Il y a la question du nom. Ah, on est d'accord, Zorro, il y a un petit malaise. Donc, nous sommes des spécialistes techniques tous les deux, mais on va vous l'épargner de la convertibilité entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais mon deuxième commentaire, c'est que le franc CFA est une bonne monnaie, je crois. Et encore une fois, ce n'est pas à nous d'en décider, mais un atout pour les économies ouest-africaines. Ça se voit très clairement dans les chiffres. Les pays de l'UMOA, aujourd'hui, l'Union monétaire ouest-africaine, ont nettement moins d'inflation et nettement plus de croissance que leurs voisins comparables. Donc je crois que sur le fond, ça mérite une réflexion sérieuse, au-delà des symboles, et que, voilà, il y a un petit risque de lâcher la proie pour l'ombre. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous d'en décider.
Merci beaucoup. Alors le temps nous est affreusement compté. Je vais juste demander peut-être à Olena de réagir aux interventions des régulateurs sur le concept de monnaie privée, puisque vous en êtes un petit peu l'avocate ici. Et est-ce que vous croyez, vous personnellement, par exemple, je sais qu'il n'y a pas que le Libra, mais c'est quand même ce qui fait l'actualité en tant que journaliste, ça nous intéresse, au succès de cette monnaie qui est quand même... Il n'y a pas que Facebook, il y a des multinationales importantes dans les échanges commerciaux et le cybercommerce et même Visa et des institutions comme ça qui en font partie. Est-ce que vous pensez que ça peut être un succès populaire? So thank you for the questions. I Merci think pour la question. what we have heard is that there is indeed a demand for cheaper cross-border payments. And so the Il y a une question demande is, pour who des should paiements answer this demand? The problem is that we live in a world, in a globalized world, but with national governments. interfrontières So we don't have any peu chères authority at the global level et to faciles. provide, to coordinate a better international payment system. C'est à nous de coordonner un meilleur système de paiement international. This is what will stimulate the global governments really to national governments to coordinate a better payment system. C'est au gouvernement de se coordonner The need for this. pour ça. Second, about private money, whether it has a future or not. Est-ce que les monnaies privées, sur le sujet de... But I think France has given legitimacy to Ethereum and to Bitcoin by providing a regulatory framework for crypto. Sur la question de est-ce que les monnaies privées ont un avenir, je crois que la France a donné une crédibilité à certaines monnaies privées en donnant une régulation sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. New infrastructure for issuing those tokens. Thank you. Et il y a une question sur l'infrastructure de ces monnaies. Question de la salle. Donc je vais ouvrir la parole au public. Et s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter et spécifier à qui s'adresse votre question. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'exposé. Serge Magdeleine, je suis directeur général de Crédit Technologies, c'est l'IT des caisses régionales du Crédit Agricole. J'ai une question sur Libra. Si on regarde un tout petit peu plus loin que la création d'une monnaie ou plutôt d'un moyen de paiement, est-ce que vous ne pensez pas que Facebook, en essayant d'instaurer une Cour suprême pour traiter des litiges et se faire justice lui-même, en favorisant l'émergence d'ambassadeurs auprès des GAFA qui vont rendre diplomates dans les pays comme le Danemark et en créant sa propre monnaie, l'intention de Facebook n'est peut-être pas d'entrer dans le monde de la banque, mais plutôt de devenir une nation supraterritoriale de 2 milliards d'habitants. Question qui Intéressante s'adresse question. aux banquiers centraux. C'est Jacques Attali dans ses bouquins, il y a déjà 10-15 ans, bon, il a écrit beaucoup de conneries, Jacques Attali aussi, hein, mais il y a 10-15 ans dans ses bouquins qui disait déjà on a un risque que de très grosses entreprises cherchent à se constituer en État avec une nationalité pour leurs salariés, etc., et avec leur pouvoir d'influence exigent des régulations spéciales, des règles spéciales pour leurs salariés, pour les protéger, etc. My understanding is that when you do a transaction in the TIP system, sending a very small amount of money, small amount of euros, the ECB charge is around 3 euro cents. You cannot beat that. That's as simple as it is. Lui, il répond qu'il n'a pas peur parce que la Banque Centrale Européenne, quand vous faites de toutes petites transactions, prend une taxe qui est tellement faible que, selon lui, on peut pas Facebook ne pourra pas la battre. Et merci de ce que Stéphane vient de dire sur TIPS, c'est pas encore très connu, un système de paiement instantané à l'intérieur de toutes les frontières de la zone euro, ça marche très bien. Bon. Je connais, c'est marrant, on va aller voir. Ça entre, par exemple, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un cadre législatif depuis la loi Pacte en France sur l'ensemble de ce qu'on appelle les coins. La loi Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui est la principale loi économique du mandat il y a des actifs très spéculatifs, type d'Emmanuel Macron, qui restent purement spéculatifs. Libra et d'autres, peut-être, c'est ce qu'on appelle des stable coins, avec une valeur en principe indexée sur un panier de monnaie, de vraie monnaie. Bon, à voir. Je vous mets 2-3 liens sur TIPS dans le chat. Ça ouvre des questions pas lu, probablement plus sérieuses, plus réelles sur le moyen de paiement, par exemple. Encore une dernière question et après on va devoir s'arrêter. Je crois qu'il y a un monsieur là-bas qui veut parler.
Préparez vos questions pour l'intermède entre les deux conférences si vous en avez. Aïe! Oui, merci. Merci de vos différents exposés. Ma question porte sur l'initiative italienne d'émission de bons du Trésor. Qu'en pensez, je dirais, en termes de menaces pour l'euro? Monsieur Euro. Oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, c'est ce qu'on appelle des mini-bots, des bons du Trésor italien, la capacité éventuelle à payer des arriérés de l'État ou des dettes publiques à travers des papiers émis qui ne soient pas, on ne sait pas très bien, c'est pas des billets de banque en euros en tout cas. Les Italiens ne sont pas passés à l'acte, c'est une motion. Deuxièmement, je pense que ce mini-bot, à supposer qu'on passe à l'acte, n'aurait pas pouvoir libératoire. Je rappelle, pouvoir libératoire, c'est que vous êtes obligé d'accepter le paiement. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale de la monnaie. Ouais. Si on vous propose de vous payer en bitcoin ou en libra, vous n'êtes pas obligé. Enfin, si jamais les deux précédents obstacles étaient levés, il y aurait un très sérieux problème. Je ne crois pas qu'on aille jusque-là. Et je note au passage, j'ai parlé de la confiance des citoyens dans l'euro. Elle est un peu plus faible en Italie, mais elle est très majoritaire, à 63%. Et surtout, ce qui est important, cet attachement des Italiens à l'euro ne cesse de monter. Et ça, je crois que c'est le plus grand succès de l'euro. C'est la confiance que lui placent les citoyens. 20 ans après, on vient de marquer les 20 ans de l'euro. C'est le plus grand succès. Et en même temps, croyez-moi, c'est la plus grande obligation que nous ayons, nous, gouverneurs, autour de la table du Conseil des gouverneurs de la BCE, c'est d'être dignes de cette confiance. Alors, malheureusement, le temps est complètement écoulé. Donc le gouverneur de la Banque de France qui dit bon, que face à cette les visées technologique sur la du gouvernement italien pour se libérer de l'euro. Une réponse commune des autorités publiques, ça tout le monde, des régulateurs. Et comme a dit François Villeroy de Galloux dans une interview qu'il a donnée à l'Obs, je fais un petit peu la publicité de mon magazine. Il garde l'esprit ouvert et la tête froide. Et nous nous en réjouissons. Et merci à tous les panélistes et à vous-même. Donc voilà, fin de ce premier débat. J'espère que ça vous a intéressé. On a un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a combien de temps entre les deux? Ah mais non, je suis con, c'est en différé. Donc du coup, on peut se prendre le temps qu'on veut. On dit quoi? On dit. Dommage que ce soit si court. Je suis d'accord avec toi, Grand Guy. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pensais pas que ça allait parler autant des monnaies privées et que ça allait. Je pensais qu'il allait aussi être question des monnaies classiques, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Et moi, pendant ce temps, je vais en profiter pour renouveler mon abonnement à Acropolis. Si j'y arrive. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Hop. Il faut que je trouve. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à dire j'ai pas de questions, passons à la suite. Et on passera à la suite. S'il faut, je réponds à vos questions. Pour moi, ce monsieur vient de mentir sur l'Italie. Pourquoi tu dis ça, Jojo? La rencontre est finie. Celle-là, oui, Mystique, malheureusement, c'est très court, c'est 40-50 minutes, même pas 40 minutes, on a commencé à quoi, 10 heures pile, c'est ça? C'est 40 minutes chacune des tables rondes, et comme vous voyez, c'est timé, c'est un timing millimétré, ça ne déconne pas. Ça ne déconne pas. Bon, et j'espère que les traductions aussi ont pu vous permettre de comprendre, parce que c'était pas forcément évident. Je rappelle que c'est pas mon métier de faire de la traduction au vol, c'est un métier, et c'est pas le mien, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, merci Enigmatique, on va aller voir. C'est rigolo qu'on parle de nous dans un bouquin. Je me suis jamais intéressé à tous ces domaines, politique, monnaie, etc. Mais ça m'intéresse vachement. Merci pour le commentaire à côté. Bien écoute, t'es le bienvenu, Fistophéden, et n'hésite pas à follow et éventuellement à sub la chaîne si jamais tu veux nous soutenir. Attends, on va aller voir. Ah bon. Je lirai ce qui est écrit dans le bouquin une autre fois. Bon, si vous n'avez pas de questions, on passe à la suite. Moi, que vous dire? Je vais faire des recherches, mais j'ai entendu d'autres sons de cloche venus de sources fiables, il me semble. Ok. Mais bah, il avait l'air assez clair dans ce qu'il disait. Il avait l'air de dire
déjà, les Italiens ne sont pas passés à l'acte, ce qui est quand même assez parlant. D'autre part, c'est pas des billets de banque, c'est des bouts de papier, c'est follow, ce sera après un premier CI. Bon courage à toi, Fistofed, je te comprends. Et en plus de ça, quand bien même ces bouts de papier pourraient être assimilables à des billets de banque, parce que donc en gros, ce que fait l'Italie, alors j'avais pas entendu parler de cette histoire, mais ce que fait l'Italie, c'est promettre d'émettre quelque chose qui a une forme qui ressemble fortement à de la monnaie. Mais lui, le gouverneur de la Banque de France dit Power Shelling vient d'offrir un sub à Fistofeden. Et ben voilà ton sub, tu l'as Fistofeden. Merci beaucoup Power Shelling, c'est hyper gentil. C'est super sympa de ta part. Et oui, on a un second panel commenté qui arrive dans quelques minutes, les amis. Ce que dit le gouverneur de la Banque de France, c'est bon, déjà d'une, ils l'ont pas fait, mais en plus de ça, c'est pas parce que ça ressemble à de la monnaie que c'est de la monnaie. Parce qu'en l'occurrence, ça n'a pas forcément ni le goût ni l'odeur, puisque il a parlé du pouvoir libératoire, c'est-à-dire le fait que en France, si je viens avec des euros et que je vous propose de vous payer en euros, vous êtes obligé d'accepter d'être payé en euros. Si je viens avec des bitcoins, des libras ou les papiers émis par le gouvernement italien, ces espèces de bons du trésor italien, truc bizarre effectivement, personne n'est obligé d'accepter d'être payé comme ça. Et en plus, c'est dangereux parce que si le gouvernement d'après dit bah non, nous, cette initiative, on n'était pas d'accord, ça remet en cause le rôle et l'existence de l'euro, donc on refuse d'être à la hauteur des engagements du précédent gouvernement, voilà, pareil, votre bout de papier, il a plus de valeur d'un coup, quoi. Donc le statut d'un truc comme ça, fait par un gouvernement indépendant, est quand même très branlant, quoi. Voilà. Mais en tout temps, on s'est dit le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est super sympa pour le coup. Merci de la part évidemment de Fistofeden, mais également de notre part pour ton soutien. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe à la seconde. On envisage la seconde conférence. Je vais peut-être très vite vous présenter les intervenants.